Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour notre troisième webinaire organisé sur le thème de l'anesthésie ostéocentrale. Et ce soir, on va se spécialiser en endodontie. Les deux dentistes référents qui vont animer cette session sont le docteur Pitaluga et le docteur Diaz. Quant à moi, je suis Isabelle Ouvrard, spécialiste Quick Clipper, et je vous retrouverai à la fin de cette formation pour vous parler de l'appareil. Petite précision pour ceux qui viennent d'arriver et qui souhaiteraient recevoir le support de formation ou un certificat de participation. Il suffit tout simplement d'aller dans la rubrique information et de compléter vos coordonnées. Je vous souhaite une bonne formation à tous et je vous dis à tout à l'heure. En endodontie. Donc, je suis docteur Barbara Pitaluga, je suis omnipraticienne dans les Alpes-Maritimes, j'exerce en exercice libéral et j'utilise pratiquement exclusivement l'anesthésie intra-osseuse depuis 12 ans. Je vais vous présenter ce webinaire avec mon confrère, le docteur Stéphane Diaz. Ok. Pardon. Bonsoir Barbara, bonsoir Isabelle, merci de cette présentation. Donc je m'appelle Stéphane Diaz, je suis installé près de Nantes. J'ai été omnipraticien pendant une trentaine d'années et aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, j'ai choisi de limiter mon exercice à l'endodontie et à l'implantologie. Et donc je suis un utilisateur de l'anesthésie intra-osseuse depuis très très longtemps. Et même avant le Quick Slipper, et j'ai utilisé les différentes versions de Quick Slipper jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on va détailler un petit peu l'utilisation de l'anesthésie intra-osseuse dans la discipline de l'endodontie, qui est le sujet d'aujourd'hui. Mais Barbara va commencer par nous faire quelques rappels sur l'anesthésie intra-osseuse. Oui, merci Stéphane. Donc, nous déclarons, Dr Diaz et moi-même, être en relation avec la société Dental High Tech pour laquelle nous intervenons lors de séances d'information et de formation. Si vous désirez poser des questions sur cette présentation à la fin de la séance, vous pouvez les noter en haut à gauche de votre écran dans l'onglet questions. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons faire quelques rappels rapides des précédents webinaires. Donc, nous allons voir rapidement le protocole de l'anesthésie intra-osseuse. Nous avons vu les bénéfices en omnipratique et aujourd'hui, on s'attardera plus sur les bénéfices adaptés à l'endodontie. Ensuite, on verra comment faire pour planifier parfaitement l'anesthésie, c'est-à-dire prévoir ce qui va se passer au niveau de l'anesthésie pour avoir la meilleure anesthésie possible. On vous expliquera le triangle de l'anesthésie, c'est-à-dire comment on va jouer sur les quantités à injecter et sur la concentration des vasoconstricteurs. On illustrera cela par des cas cliniques et on terminera par des questions et réponses. Donc, comment fonctionne cette anesthésie ostéocentrale, donc, qui est une technique d'anesthésie intra-osseuse. Donc, en fait, on va avoir 3 étapes. On va avoir une pré-anesthésie. On va aller injecter quelques gouttes au niveau de la papille interdentaire. Le but, c'est d'aller anesthésier le périoste à l'endroit où on va faire la perforation. Donc, on fait blanchir notre papille. Ensuite, on vient se mettre à 40 degrés à peu près par rapport au plan sagittal au sommet du septum interdentaire. Et là, on va pouvoir démarrer notre perforation, donc qui est la deuxième étape. Donc, la perforation, elle va être discontinue pour éviter un échauffement au niveau de l'os. Il faut savoir que c'est l'appareil qui gère la discontinuité de la perforation, donc on n'a rien à faire. Et on aura une injection pendant la perforation pour éviter un bouchage d'aiguille. Donc, troisième étape, j'arrive à l'endroit où je veux injecter. Donc, je rentre les 3/4 de mon aiguille. Et là, j'injecte mon liquide anesthésique qui va diffuser dans les espaces médulaires et ainsi se répandre dans toute la zone que l'on veut anesthésier. Et donc, par diffusion, on n'aura pas besoin de faire de rappel d'anesthésie.
Donc, quels sont les bénéfices de cette anesthésie ostéocentrale? Ils sont très nombreux. Donc, comme on injecte au plus près des apex, on va avoir une prise immédiate de l'anesthésie. Donc, une fois retiré l'aiguille, on peut démarrer immédiatement son soin, y compris sur les molaires mandibulaires, même si elles sont en pulpite. On n'aura plus d'engourdissement inutile des tissus mous, plus de morsures chez les patients enfants comme adultes. Le geste anesthésique sera sans stress et sans douleur, et nos assistantes seront heureuses parce qu'on va respecter les rendez-vous, on sera à l'heure, on pourra améliorer la rentabilité grâce à ce gain de temps, et puis en cette période où on fait des rendez-vous un peu plus longs avec des soins multisecteurs, vous verrez que c'est vraiment une très grande opportunité. Les patients sont très fans de cette technique, et c'est souvent une raison de fidéliser nos patients à cette technique. Donc, je vais laisser Dr Diaz présenter les bénéfices en endodontie, parce que bon, c'est lui l'endodontiste. Donc, Stéphane, je te donne la parole. Ouais. Le temps de trouver le bon écran. OK. Voilà. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Donc, merci Barbara pour cette présentation, pour ces rappels sur l'anesthésie intra-osseuse. Et donc, on va rentrer un petit peu plus spécifiquement dans le sujet de l'endodontie. Et pourquoi l'anesthésie intra-osseuse est-elle parfaitement adaptée à l'endodontie? Tout simplement parce que, tout d'abord, la procédure, on n'a pas de temps à perdre quand on fait de l'endo. Les séances sont suffisamment longues et donc il faut éviter de passer du temps à faire de l'anesthésie. Donc, ça dure 2 minutes 30 maximum entre le moment où on commence à son geste anesthésique et le moment où on commence à travailler très clairement en endodontie. Donc, on n'a pas de temps de latence, ça a été souligné par Barbara, mais c'est important effectivement quand on fait l'endo. L'effet est immédiat et profond sur la totalité de la pulpe. On a besoin d'un effet profond, puisqu'évidemment la pulpe, c'est le tissu le plus innervé, avec une carpule au maximum. La durée et la profondeur de l'anesthésie sont paramétrables en fonction du traitement prévu. Il y a des traitements qui sont plus ou moins longs en fonction des secteurs, en fonction du nombre de canaux qu'on a traités, en fonction de la pathologie, en fonction de ce qu'on a prévu comme type de traitement. Donc tout ceci, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et l'anesthésie des tissus mous, pour l'endodontie classique, elle est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'anesthésie à la gencive, on n'a pas besoin, au-delà de ce qu'on va faire de ce dont on va avoir besoin pour mettre un clamp, on n'a pas besoin d'anesthésier les tissus mous, puisqu'on ne va pas lever de lambeaux, on ne fera pas d'anesthésie d'endochirurgicale, on en parlera à la fin de la session. Mais en tout cas, pour les traitements endodontiques classiques, on n'a pas besoin d'anesthésier les tissus mous, et c'est extrêmement intéressant pour les patients qui trouvent ça extrêmement inconfortable. Effectivement, les patients nous disent: comment ça se fait, vous ne m'avez pas endormi ma dent pour la dévitaliser? Si, je vous assure, je l'ai fait. Donc, le clamp de Dick peut être posé immédiatement. Comment planifier l'anesthésie intra-osseuse en endodontie? Donc, on a des questions à se poser, et j'aime bien la planification, j'aime bien planifier les traitements endodontiques, j'aime bien planifier évidemment les poses d'implants, et j'aime bien planifier aussi l'anesthésie, et ça ne prend pas des heures, mais il y a juste quelques questions à se poser avant plutôt que de se les poser après. C'est d'abord où injecter, ensuite y a-t-il ou non présence d'une inflammation pulpaire, et quelle est la durée nécessaire de l'anesthésie. Où injecter? Eh bien, il faut trouver la meilleure place. Où injecter? L'organe qu'il faut anesthésier, c'est la pulpe, exclusivement la pulpe. Où est-ce qu'on va anesthésier le mieux la pulpe? C'est quand on va anesthésier, quand on va délivrer la solution dans la zone périapicale, évidemment. Plus on va être proche de l'apex, et plus on va être efficace et rapide. Et c'est le bénéfice majeur, évidemment, de l'anesthésie intra-osseuse. Mais il faut choisir un site osseux favorable. On ne peut pas anesthésier n'importe où, on va voir quelques exemples. Il faut qu'on ait suffisamment de place pour ne pas prendre de risques au niveau osseux. Il ne s'agit évidemment pas de faire plus de bêtises que primum non nocere, c'est pas moi qui ai inventé l'adage. Donc, où injecter? On va chercher ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'os. On pourrait peut-être y aller, mais je ne veux pas prendre de risque. Il y a la disto vestibulaire de la cisse, il y a le sinus qui est au-dessus. Allons ici très tranquillement dans la tubérosité. Il y a un os qui est peu dense, qui est tout à fait accessible et qui va nous permettre d'avoir une anesthésie tout à fait efficace. Ici, c'est un cas assez facile. On a besoin de faire le traitement endodontique de la 46.
Ici, en distal, il y a de la place au niveau du septum, il y a de la place entre les racines. Et pour faire un traitement endodontique sur des racines relativement longues, ça doit faire 24-25 mm, donc on a besoin d'avoir une anesthésie relativement profonde. En termes de profondeur d'aiguille, comme Barbara l'a souligné, de toute façon, c'est 3/4 de l'aiguille maximum. Ou injecter, ici, dans ce cas, on a le choix. On a un os qui est relativement peu dense, on est en type 3-4, on va pouvoir injecter en distal de la 6 ou entre les racines de la 6, cas favorable, mais il y a beaucoup de cas favorables comme ça, où on va pouvoir injecter là où on voudra. En tout cas, ce qui ne serait pas une bonne idée, c'est d'injecter en mésial, même si c'est possible. L'effet rétrograde de l'anesthésie ne serait pas suffisant pour faire le traitement de la racine distale, donc il vaut mieux choisir ça. Il faut travailler avec des radios complètes. C'est valable pour les diagnostics, c'est valable pour l'endo, c'est valable aussi pour l'anesthésie. Si on fait ici, on dit peut-être que je peux passer là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? La radio n'est pas suffisante. Et ouais, il y a traitement endodontique, on ne va pas en parler ici, mais en tout cas, il y a contre-indication absolue à réaliser une anesthésie intra-osseuse dans cette zone-là. On n'injecte pas, et c'est une règle générale, dans les zones inflammatoires en anesthésie intra-osseuse. C'est-à-dire une règle générale de l'anesthésie. Ici, il y a de la place. En distal, il n'y a pas de place entre les racines. Ok, passons en distal. De toute façon, l'anesthésie, l'anatomie, elle est souvent comme ça. Soit les racines sont écartées, il y a de la place entre les racines, soit elles sont serrées et il y a de la place de part et d'autre. C'est le cas général. Et là, c'est assez facile de faire un traitement endodontique. C'est le cas général, mais je vous montre l'exception qui confirme la règle. On a besoin de faire un traitement endodontique de la 37. Où est-ce que je peux anesthésier? En distal? Ben non. Entre les racines? Ben non. En mésial? Ben non. On a une 37. Comment on fait? Tronculaire? Il y a aussi un plan B. En anesthésie intraosseuse, c'est le trigone rétromolaire et qui assez souvent va nous permettre pour une deuxième molaire, voire pour une première molaire, de faire un traitement endodontique dans de très bonnes conditions. Donc il y a une technique, il y a des choses à voir. On ne va pas rentrer dans le détail des techniques, sinon il nous faudrait 3 heures. Mais en tout cas, c'est une technique qui est courante, d'utilisation courante en endodontie. Et d'ailleurs, pas que en endodontie. Ou injecter ici, si on veut travailler sur la première prémolaire, on va être entre les deux prémolaires. Et puis, on pourrait voir ici qu'il faut bien regarder. Là, il y a de la place. Si on avait pris celle-là comme radio pré-op, c'est pas forcément sûr qu'on aurait choisi ça. Donc, en fait, il faut aussi avoir. Souvent, les radios sont péjoratives. Il y a souvent plus d'os qu'on ne peut le craindre quand on voit des radios qui sont mal angulées. Donc, voilà pour les radios. Deuxième question à se poser, y a-t-il une inflammation pulpaire? Il y a des fois pas d'inflammation, il y a des fois une inflammation chronique ou des fois une inflammation aiguë. Le choix de la molécule anesthésique, là non plus, on ne va pas en discuter. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de praticiens aujourd'hui travaillent avec de l'articaïne, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, on va pouvoir, quelle que soit la technique, quelle que soit la molécule qu'on va utiliser, choisir la concentration et jouer sur la concentration. Et en cas d'inflammation pulpaire aiguë, les dents les plus difficiles à anesthésier, on va plutôt s'orienter vers une concentration de vasoconstricteur à un 100 millième ou un 80 millième, dans la mesure où on va obtenir une anesthésie plus profonde. La troisième question à se poser, c'est quelle est la durée nécessaire d'anesthésie? Et en fonction du type de traitement, en fonction du nombre de canaux, en fonction du temps qu'on estime devoir passer sur le traitement endodontique, eh bien, on va moduler. Et là aussi, la concentration en vasoconstricteur va nous donner plus ou moins de durée. Ces durées indicatives vous sont données ici. Elles sont évidemment dépendantes d'autres facteurs, comme le volume osseux, comme la proximité, etc., etc. Mais en tout cas, ça donne déjà une première approche et plus on a, et tout le monde le sait, c'est évidemment ça tombe sous le sens, plus on a besoin d'une durée longue d'anesthésie et plus on va privilégier une concentration haute en vasoconstricteur. Et également la quantité d'anesthésie de solution est proportionnelle à la durée nécessaire. Et on symbolise ça sous forme d'un triangle, qui, vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont assisté à la présentation sur l'anesthésie intra-osseuse en pratique.
La quantité va jouer sur la durée et sur l'efficacité. La proximité de la zone à traiter, évidemment, en intra-osseux, on est beaucoup plus souvent très proche, donc on a une meilleure profondeur d'anesthésie et l'efficacité sera plus limitée. Par exemple, si on est au trigone pour anesthésie 1,36, on aura moins d'efficacité, donc on va moduler ça et augmenter éventuellement la quantité et ou la concentration de vasoconstricteurs. Donc on peut jouer sur les 3 paramètres et c'est ça qui ça va très vite. Hein, c'est juste une petite gymnastique mentale qui prend quelques secondes. Mais dès qu'on a ça bien en tête, ça devient très facile, on n'a même plus besoin d'y réfléchir. Je vais présenter quelques exemples de situations cliniques courantes en endodontie. Traitement d'une incisive en routine. C'est assez simple la plupart du temps pour une centrale, puisqu'il y a 99% du temps de la place entre les deux centrales. Et donc, on va faire une anesthésie très facilement, une anesthésie intra-osseuse très facilement. On va être proche de la zone à traiter, ce qui est symbolisé par le tri et par le petit point jaune. On va injecter un 200 millième, la dent n'est pas en pulpite, donc c'est OK. On peut très bien se contenter d'une anesthésie avec du 1 200 millième, et on peut mettre une demi, voire 2 tiers de carpule. Ça va dépendre du temps qu'on va y passer, mais ça peut être très souvent suffisant de mettre une demi-carpule, en tout cas pas forcément une carpule entière. Pour une molaire, là, on injecte ici en distal, donc il est clair qu'on est proche de la racine, donc la proximité de la zone à traiter est favorable. Concentration vasoconstricteur, on peut très bien travailler avec un 200 millième, puisque c'est un traitement de routine dont je vous parle là maintenant. En revanche, on va augmenter la quantité, puisque là, on voit qu'il y a 2 canaux mésiaux et un canal qui se divise en distal. On va y passer un peu de temps, donc on va monter à une carpule. Et si vraiment on pense qu'on va y passer du temps, ben pourquoi pas passer à un 100 millième. Ce sont vraiment des indications que je vous donne là, et c'est évidemment, ça n'a pas valeur de dogme. Pour un traitement endodontique d'une molaire en pulpite aiguë, là, cas favorable en termes de volume osseux, on peut injecter en distal. Au niveau de la zone à traiter, donc c'est favorable. Une carpule, puisqu'on est sur une molaire et qui est sur une purée articulée et qu'on va passer du temps. Et là, par contre, on va monter la concentration en vasoconstricteur parce qu'on a besoin d'une anesthésie profonde. On a planifié, c'est pas forcément obligatoire, le traitement endodontique complet de cette molaire en pulpite. On peut faire un autre choix qu'on va voir sur la diapositive suivante. En tout cas, si on a planifié de faire le traitement endodontique complet, c'est un 100 millième ou un 80 millième. Et on peut faire aussi le choix de faire un traitement d'urgence, soit parce qu'on n'a pas suffisamment de temps prévu dans la séance, parce que c'est un rendez-vous d'urgence, soit parce que la pulpite saigne tellement qu'on sait très bien qu'on ne va pas arriver à gérer le problème, et on choisit de faire une pulpotomie d'urgence d'une molaire en pulpite aiguë. Cas favorable, on injecte proche de la zone à traiter, un 100 millième parce qu'on a besoin de profondeur d'anesthésie, et on peut se contenter d'une demi-carpule puisque ça peut être traité assez rapidement. Cavité d'accès, pulpotomie, médication, pansement en interséance. Voilà, je ne vais pas vous donner le temps, mais enfin, c'est une demi-heure grand maximum, ce qui peut être tout à fait suffisant avec ce qui va être obtenu avec une demi-carpule. Voilà pour les cas de routine, des cas un peu plus particuliers. Pour le traitement endodontique chirurgical, là, on a besoin puisque la plupart du temps, enfin, pas la plupart du temps, on va systématiquement lever un lambeau. Donc, dès lors qu'on va lever, qu'on va faire autre chose que mettre un clamp sur la gencive, mais lever un lambeau et aller dans la gencive attachée, on a besoin d'une infiltration avec une technique para-apicale traditionnelle. Mais l'anesthésie intra-osseuse peut être un excellent complément de l'anesthésie classique pour la chirurgie endodontique, pour l'endodontie chirurgicale. Et donc, elle va nous permettre, quel va être son avantage? Ça va être de nous permettre d'avoir d'abord un curetage des tissus inflammatoires indolore, ce qui n'est pas toujours le cas avec une infiltration, et également nous permettre d'avoir une hémostase de bonne qualité. On va injecter évidemment dans une zone saine, donc là, ça nécessite de planifier un peu, d'avoir très probablement un cone beam pour vérifier où est-ce qu'on injecte. Il ne s'agit évidemment pas d'injecter dans une crypte osseuse. Un 100 millème pour avoir l'effet vasoconstricteur et une demi-carpule qui souvent est suffisante et qui me permet dans mes traitements d'endodontie chirurgicale quelquefois de me passer du sulfate ferrique. Je n'aime pas ça
ça fait des petits dépôts noirs qui ne sont pas très agréables. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne hémostase. Voilà, c'est un tour assez rapide des différentes possibilités en endodontie. Évidemment, on se veut d'être assez synthétique dans un webinaire, et donc on a besoin de répondre à vos questions. Donc on va maintenant Stéphane, il y a une question là, du docteur Gesson qui demande comment faire avec une 16 qui a une racine très palatine. Ok. Voilà, donc pendant ce temps-là, je vous ai mis nos adresses email si vous avez plus de questions. Si on ne peut pas répondre à toutes vos questions par mail, en direct, eh bien effectivement, on vous y répondra par mail avec plaisir. Donc la question pour une racine, pour une molaire, pour une racine très palatine, et c'est une question effectivement très intéressante. Je vois qu'il y a de l'expérience derrière, il y a du vécu, parce que ça nous est tous arrivé. Et évidemment, ça m'est arrivé probablement avant un mois, parce que j'ai probablement quelques années de plus. Et donc, avant, je faisais une anesthésie para-apicale dans le palais, les patients apprécient bien. Et je faisais aussi, en désespoir de cause, une anesthésie intracanalaire. C'était juste l'enfer. En anesthésie intraosseuse, on a une technique qui est ultra facile à réaliser. C'est on a besoin de me voir. Ah, ça me fait plaisir, tiens. Alors voilà, vous me voyez. C'est l'anesthésie transcorticale palatine. Il y a de la place toujours entre la deuxième prémolaire et la racine palatine. On a évidemment une racine palatine et deux racines vestibulaires. Et du côté palatin, il y a toujours un espace disponible. Et là, on va faire une anesthésie transcorticale, d'une façon très simple, parce que la corticale est très peu épaisse. Et donc, on va anesthésier très facilement. C'est valable pour l'endodontie. C'est valable aussi éventuellement pour d'autres traitements que l'endodontie. Mais en tout cas, pour l'endodontie, oui, ça rend plein de services. Ça me rend service aussi quand je fais des extractions de racines palatines, parce que quelquefois aussi, c'est pas toujours suffisant avec une parapicale. Voilà. Voilà. Docteur Sarah qui demande si on fait une anesthésie entre les racines de la 6, comment on fait? Perpendiculaire ou comme à l'os mandibulaire? Alors, je peux répondre à cette question si tu veux, Stéphane. Oui, vas-y. Oui, alors en fait, l'anesthésie en interradiculaire, en fait, c'est exactement la même chose que l'ostéocentrale, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par le septum interdentaire, on va passer par le septum interradiculaire. La seule différence, en fait, toujours une radio, bien sûr, à l'écran, la seule différence, en fait, c'est que on va un petit peu plus fermer l'angle, au lieu d'être à 40 degrés par rapport au plan sagittal, on fermera un petit peu l'angle, on sera plus vers 30 degrés pour être vraiment sommet de septum interradiculaire. C'est une anesthésie qui est particulièrement intéressante chez les jeunes quand la 7 n'est pas sortie et qu'on ne peut pas piquer en distal de la 6. Moi, j'aime beaucoup faire cette anesthésie-là, surtout quand il y a des MIH, mais bon, on abordera le sujet lors du prochain webinaire en pédodontie. Ok. Je vais prendre la question suivante, si tu veux, oui. Barbara. Donc, comment savoir si effectivement le site osseux est favorable à part l'espace interdentaire restreint? Eh bien justement, si l'espace interdentaire n'est pas restreint, il est favorable. Il est favorable puisqu'on a besoin de volume osseux et on a besoin de santé osseuse. Donc, il faut vérifier qu'on n'a pas de maladie parodontale, qu'on n'a pas de lésion d'origine endodontique sous-jacente, comme j'ai montré dans la radio. Il faut qu'on ait un septum qui soit pas un septum qui fasse un demi-millimètre de racine qui se touche, parce que là, évidemment, on va faire des bêtises au niveau osseux, et c'est pas l'objectif. Donc, mais il faut juste vérifier qu'on a à peu près 1,5 mm, 2 mm de septum, et ensuite que les racines sont divergentes, ne sont pas convergentes. C'est pour ça qu'on a besoin d'une radio. Alors, des fois, sur une panoramique, c'est un peu défavorable. Sur une rétro-alvéolaire, il suffit de prendre la bonne incidence, et si on voit qu'on n'a pas suffisamment, si on n'a pas suffisamment d'os, bon, c'est difficile de quantifier en millimètres, mais voilà, c'est en toute logique. Dès lors qu'on a suffisamment d'espace, on peut y aller, quoi. Je vais montrer quelques exemples favorables, d'autres défavorables, et après, ça vient très vite avec la pratique, quoi. J'espère que ça répond à la question, oui. Ouais. Okay. Alors, on nous demande combien de fois, si on a piqué de travers, on peut réutiliser l'aiguille. Vas-y. Alors, en fait, l'aiguille, elle est faite pour... pas plus de 3 semaines, hein, c'est ça? Pas plus de 3 semaines, si on la stérilise. Ouais.
Non, l'aiguille, elle est faite pour rentrer vraiment, elle est vraiment auto-perforante, donc on a juste à accompagner, et l'aiguille, elle est vraiment faite pour rentrer. Donc si ça rentre pas, ça veut dire qu'on n'est pas à un bon endroit, donc il faut pas insister. Alors évidemment que si on insiste et que l'aiguille rentre quand même en force, bah, il faut la changer, il faut changer de site, il faut changer d'angle. Mais non, l'aiguille, elle est faite pour faire une perforation, traverser un septum et aller injecter dans le site une fois qu'on y est. Mais en fait, quand on pratique après, on se rend compte que on n'a vraiment pas besoin de pousser. Hein. Vraiment, l'aiguille, elle rentre toute seule. On accompagne l'appareil et en fait, si on est au bon endroit avec le bon angle, ça rentre vraiment tout seul. C'est vraiment facile. Ok, donc on a une question suivante. En passant par le septum interradiculaire, peut-on avoir des douleurs post-op dans les jours suivants? Oui, au début, parce que comme tout geste débutant, quand on débute, on a toujours un peu tendance à pousser dessus. Ça dure 2, 3, 5 semaines à 2 mois, et après on a compris qu'on arrête d'appuyer dessus. Franchement, depuis des années, je n'ai plus rencontré de patients qui ont des douleurs post-op suite à l'utilisation de cette anesthésie. Si on se remet un peu en perspective, je vous ai dit que je posais des implants. Une aiguille, ça fait 30 centièmes. Des forêts d'implanto, ça fait 2, 3, 4, 5 mm, comme vous le savez très bien. Et quelquefois, après l'implanto, ça fait mal, mais quelquefois, les gens disent bah, non, j'ai senti un petit truc le soir, il n'y a pas vraiment de douleur post-op. Donc, certes, il y a de l'irrigation, mais en tout cas, il y a aussi de l'irrigation dans les aiguilles. En tout cas, il y a vraiment la seule problème éventuellement qu'on peut avoir en douleur post-op, c'est si on appuyait dessus. Donc, c'est une contre-indication. Plus on appuie, et moins ça rentre. Et moins on appuie, et mieux ça rentre. Donc ça, c'est un petit truc, une petite gymnastique qu'il faut prendre au début, mais ça vient très vite, quoi. Et ça, on vous accompagne là-dessus si besoin est, quand il y a des difficultés particulières. Mais en tout cas, dans ma pratique, non, j'ai plus de douleurs post-op liées à l'anesthésie. Après l'endo, ouais. Bah ouais. Ok. Je crois qu'on n'a plus de questions, a priori. Ouais. Ok. Barbara, hop là, tu nous parles de la suite du programme? Alors oui, donc les 3 premiers chapitres des webinaires sont disponibles en replay hein, pour ceux qui ont pris en route ou qui ont raté ou qui veulent revoir. Il y aura un 4e chapitre le 4 juin sur l'anesthésie ostéocentrale en pédodontie, donc présenté par toi-même Stéphane et Dr Lauriane Philippe. Et le 11 juin, l'anesthésie ostéocentrale dans le cadre des rendez-vous longs et donc levier de rentabilité pour le cabinet et qui va permettre vraiment d'améliorer les séances longues et voir comment ça va se passer. Voilà. Okay. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser Isabelle vous parler des modalités pratiques quant au prêt d'appareil. Et donc Isabelle, je te passe ouais. la parole. J'arrive de suite, excusez-moi. Hop là. Bah oui, je voulais dire au revoir à tout le monde aussi quand même. Bien, merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci Barbara. Et je repasse donc. Merci, avec plaisir. Allez, hop là. Ouais, ok. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir animé ce webinaire. Petit rappel à ceux qui sont arrivés en cours de la formation. Si vous souhaitez recevoir le formulaire de participation ou le support de formation, je vous invite à aller remplir vos coordonnées dans la rubrique information. Nous espérons que ce webinaire vous a permis de découvrir tous les avantages de la technique ostéocentrale en endodontie, surtout dans le cadre des urgences. Notez que justement, si vous souhaitez mettre en place cette technique, nous mettons gracieusement à votre disposition un Quick Slipper 5 avec un suivi personnalisé et cela jusqu'au 30 juin. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement de remplir le formulaire en ligne que vous allez avoir dans la rubrique documents ou de nous contacter par téléphone ou par mail. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous donne rendez-vous le 4 juin pour le prochain qui sera donc dédié à la pédodontie. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.